On est en direct, voilà, c'est parti. On a eu l'occasion de notre côté de faire un peu connaissance avant du coup d'intervenir sur ce live. Donc cette table ronde sur l'Atomic Research. Bienvenue à tout le monde, tous ceux qui sont présents avec nous sur YouTube et du coup évidemment tous nos intervenants. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui et de participer à ce gros sujet. L'objectif pour nous, c'est de présenter différents sujets ou de répondre à différentes questions que nous nous posons sur ce gros sujet. On va dire 40 minutes devant nous pour du coup balayer un maximum de choses. Moi, je me présente. Je m'appelle Sylvain Doré, donc je suis UX designer, researcher de formation. J'ai 5 ans d'expérience et du coup, je serai le co-animateur de cette table ronde avec François Allard, que je vous laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Merci à nos 8 intervenants d'avoir répondu présent à cette table ronde, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent en live sur YouTube en ce moment. Pour me présenter rapidement, je m'appelle François Allard, je suis UX designer chez Scapa et je suis actuellement en mission au sein du pôle UX de chez Servier. Donc pour vous donner un peu de contexte sur les raisons qui nous ont amenés à nous intéresser à l'Atomic Research et donc à organiser cette table ronde avec Sylvain, au sein du pôle UX de chez Servier, les projets de recherche sont de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de produits avec des adhérences entre les utilisateurs. Donc dans ce contexte, on s'est demandé comment optimiser notre process de recherche utilisateur afin de mieux partager et récolter entre les équipes UX ou avec les stakeholders. Donc la méthode est assez nouvelle, la documentation assez limitée. L'objectif de cette table ronde est qu'il y ait un partage d'informations entre experts ayant déjà réfléchi et mis en place l'approche de l'Atomic Research. Sylvain, je te laisse reprendre la main. Ouais, merci. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du beau monde autour de cette table ronde. On va du coup vous laisser vous présenter pour que tout le monde puisse apprendre à vous connaître. Je vais commencer peut-être par, dans l'ordre de mon écran, c'est Domitille, voilà, qui est dans l'ordre. Donc, je laisse Domitille se présenter à tout le monde. Bonjour à tous, donc je m'appelle Domitille et donc je suis chez Accence depuis bientôt 3 ans et donc en l'occurrence en fait je suis directrice conseil chez Accence et référente sur les sujets qui ont trait à l'expérience design. Donc en fait moi je vais accompagner mes clients sur toutes ces problématiques pour créer, générer des expériences clients remarquables et donc en l'occurrence je vais énormément m'appuyer sur la recherche utilisateur et pour le coup, l'Atomic fait aussi partie des expertises qu'on développe de plus en plus côté Accence. Martin. Alors, bonjour à toutes et à tous. Martin Dujois, donc je fais aussi partie d'Accence comme Domitille. Moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis là. Je suis product manager et aussi coach produit. Le sujet d'Atomic Research, ça m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, je suis mentoré depuis 2 ans par des UX researchers justement pour monter en compétence sur tout ce domaine-là, qui n'est pas forcément mon domaine principal. Et je gère aussi un programme en interne pour justement faire un meilleur rapprochement entre le monde du product management et de la recherche utilisateur. Alors, Audrey, ensuite. Alors, bonjour à tous, enchantée. Donc, moi, c'est Audrey Hack. Donc, je suis Product Design Director chez Open Classrooms. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Open Classrooms, c'est une école en ligne. Avant, ça s'appelait le site du zéro, il y a un moment. Et donc, moi, je manage l'équipe Product Design, donc dans laquelle on a des Product Designers, des UX Writers et des User Researchers. Moi, à la base, il y a quelques années, c'était plutôt l'Atomic Design, mon dada. Mais donc, voilà, maintenant, je m'intéresse également à l'Atomic Research. Donc, ça va être l'occasion d'en parler tous ensemble aujourd'hui. Mathieu, collègue de... Oh, pardon. J'étais en mute. Mathieu, collègue de Audrey. Oui, parfait. Bonjour à tous, la transition est toute trouvée. Mathieu Klein, User Researcher chez Open Classrooms également, dans l'équipe d'Audrey. Et l'Atomic Design nous intéresse également pour
pour X raisons, mais en particulier la scalabilité sur pas mal de données sur la recherche pédagogique. L'atomic research, donc. Pas l'atomic design, attention. Oui. Alors, on va faire, je pense qu'il va y avoir ce genre de. c'est deux grandes tendances. Ensuite, on a Mathilde. Alors, laquelle? Guest. On a Mathilde Philippe, du coup, d'un côté. Et du coup, on a Mathilde Guest. Alors, Mathilde Guest, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Mathilde Guest. Normalement, c'est Mathilde Gauthier. Je suis user researcher chez Payfit depuis 2 ans et aujourd'hui, je suis la seule user researcher. Donc, c'est chaud. On est 575. Ouais. On est dans 5 pays et je galère. Donc, premier petit message de service, on recrute un lead user researcher pour m'aider, s'il vous plaît. Venez m'aider. Et évidemment, le sujet de l'atomic research nous intéresse beaucoup parce qu'on a beaucoup d'équipes qui font de la recherche et peu de temps et on a besoin de se partager l'info. Romain. Bonjour tout le monde, Romain Deschamps. Donc moi, je travaille chez Publicis Sapient depuis 4 ans. Nous, principalement, ce qu'on fait, c'est des programmes de transformation digitale. Et donc, du coup, on aide nos clients à construire des produits et à accélérer. Et pour ça, on se base énormément sur la user research. On a des teams dédiés. On fait beaucoup de tests utilisateurs, beaucoup de recherche. Et du coup, on a besoin de consolider toute cette information pour prendre les meilleures décisions possibles. Et Mathilde Philippe. Bonjour, donc oui, Mathilde Philippe, donc je suis design stratégiste et user researcher donc chez IBM, donc l'agence de design de Capgemini. Et donc effectivement, je m'intéresse aussi beaucoup à la atomic research parce que on a développé beaucoup de travaux dessus, mais c'est vrai que le sujet de la capitalisation, du partage, et je me souviens au début aussi avoir échangé avec Audrey quand elle commençait sur l'atomic design. On avait commencé à se dire qu'elle avait des passerelles aussi avec l'atomic research. Nickel. Bon, du coup, les invités se connaissent déjà un petit peu, donc ça a facilité les discussions. Donc, merci à tous, du coup, encore une fois d'être avec nous ce midi. Avant de commencer, on voulait quand même passer un petit temps sur une légère introduction à l'Atomic Research. Donc, j'ai mis un lien quand même dans le chat YouTube pour que vous puissiez retrouver une liste de ressources que Martin nous avait partagées. d'Axence. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous ces articles, toutes ces ressources. Pour rappel, voilà, on va prendre un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions dans le chat. On prendra 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à les garder, les mettre de côté sur YouTube pour nous les laisser, nous les poser à la fin. Légère introduction à l'atomique. Donc, pour rappel, l'atomic research, c'est une approche qui vise à découper chaque connaissance issue de la recherche utilisateur en éléments simples et qualifiés. On peut appeler ça atome. Je vois pas trop ce terme, mais je pense que ça peut venir de là. Une fois découpés, donc ces éléments simples, ces différents atomes peuvent être consolidés dans une base de connaissances, repository pour ceux qui lisent des articles en anglais, et cette base de connaissances permet du coup de les catégoriser, de les archiver, de les partager ou de les croiser pour en faciliter l'exploitation. Donc il y a différents types d'éléments simples, d'atomes, les études d'expérimentation, qui sont plutôt les éléments, les actions de recherche réalisées, test utilisateur, recherche utilisateur, analyse documentaire, observation, etc. Les faits sont les informations brutes, factuelles, issues des recherches mises en œuvre. Un exemple que Martin, j'ai pris un exemple de Martin, j'aime beaucoup, un exemple de fait peut être 3 utilisateurs sur 5 n'ont pas compris le libellé du bouton, par exemple. Du coup, on va pouvoir, en créant différents faits, extirper des insights, donc interpréter les faits, et du type, un insight type suite à un fait exprimé, comme 3 utilisateurs sur 5 n'ont pas compris le libellé du bouton, peut être la formulation du libellé de ce bouton n'est pas claire. C'est un exemple. Et finalement, tout ça nous amène à faire des conclusions, des recommandations
d'accord, dans le cadre de cette recherche. Donc ça peut être de la simple information, comme des initiatives de conception ou des tâches qu'on peut du coup soumettre aux différents membres de l'équipe de conception. Il y a différents avantages à l'Atomic Research. La connaissance utilisateur devient plus connectée, plus visible, plus accessible au sein de l'équipe. Chaque information peut être recoupée, rassemblée, mise en perspective par l'équipe de recherche pour être finalement consommable en fait, par l'ensemble des collaborateurs d'une équipe. Donc dans le cadre de Payfit, typiquement, quand on a des grosses équipes, ça a tout intérêt à pouvoir exister pour partager la connaissance utilisateur au sein de l'entreprise. La connaissance utilisateur devient fiable et robuste, car elle est représentative, on se sert de ce qui a été fait dans la recherche, et elle est itérative évidemment, elle évolue en fonction des nouvelles expérimentations, etc. Tout ça se nourrit en fonction du cycle de vie du produit. Ok. Voilà, je vous rappelle, j'ai mis un élément dans le chat. Vous pouvez retrouver toutes ces informations d'introduction dans les différents documents. Daniel Peacock en parle mieux que moi, certainement. Donc voilà. On va du coup commencer cette table ronde avec la première question qui est, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des questions, un retour sur le contexte d'introduction. Donc pourquoi, quelles sont les raisons et le contexte qui a fait qu'aujourd'hui vous avez décidé de lancer l'Atomic Research dans une entreprise en tant que consultant, comme Romain, ou vraiment en interne, comme Mathilde par exemple. Donc voilà, la première question, c'est quels sont pour vous le contexte et les raisons qui ont fait que vous avez souhaité développer cette méthode. Et je vais lancer le première parole à Audrey Hack. Et puis après, j'invite tout le monde à rebondir, à lever la main et à rebondir sur ce que aura dit Audrey. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, merci Sylvain pour l'introduction. Donc effectivement, nous, au niveau du contexte, on est un peu en plein dedans, puisque c'est assez récent, j'ai envie de dire, chez nous, la mise en place de l'Atomic Research. Donc en fait, on était parti de plusieurs constats. Le premier, c'était que en fait, on avait des product designers qui, pour chaque feature, en fait, faisaient leurs propres recherches. Donc, ils faisaient leurs propres interviews, leurs propres questionnaires, etc. Et en fait, on se rendait compte qu'on capitalisait pas tellement en fait sur les résultats. C'est-à-dire qu'en fait, on allait se retrouver avec des personnes parfois qui allaient refaire une recherche de zéro avant de commencer une feature, alors qu'on avait certainement justement des éléments qu'on aurait pu piocher dans les recherches précédentes. Donc, il y avait déjà cette première raison-là. Et puis, ça prend du temps aussi de faire de la recherche, donc pas capitaliser dessus, c'est dommage. Et on s'est rendu compte également qu'on avait une quantité en fait d'insights de plus en plus grande à gérer, avec beaucoup de sources différentes. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que les product designers qui font de la recherche. En fait, j'ai l'impression que l'UX est un peu victime de son succès, dans le sens où maintenant, en fait, tout le monde veut parler aux utilisateurs, tout le monde veut faire aussi un peu de recherche. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'équipes différentes qui avaient certainement des insights très intéressants et encore une fois, sur lesquels on ne capitalisait pas du tout. Donc, voilà un petit peu le contexte chez nous et en tout cas, ce qui nous a vraiment poussé à aller vers ça. Mathilde, je t'en prie, tu as sauté sur l'occasion. Absolument. Chez nous, le contexte, c'était un peu une contrainte très forte. L'équipe design est très jeune chez Payfit, elle a 2 ans. Je suis arrivée, j'étais la première user researcher et notre pratique de recherche était pas terrible. Aujourd'hui, elle reste très imparfaite. Mais ce qu'on avait, c'était différentes équipes produits, des équipes globales, des équipes locales dans différents pays qui faisaient de la recherche de manière autonome et qui ne se partageaient pas les données. Donc les Italiens ou les Allemands faisaient leurs recherches en allemand, les Français en français, et à la fin, on ne pouvait pas s'échanger les informations. Et donc, les utilisateurs, quand on leur parle, ils vont pas juste nous dire « Ah, je vais répondre à vos questions ». Ils vont nous dire « Mais attendez, votre login, je comprends pas, votre centre d'aide, il sert à rien ». Ils vont nous donner des retours sur leur expérience. Et en fait, quand on est quelqu'un qui fait de la recherche sur un tout petit périmètre, on va avoir tendance à n'utiliser que les insights concernant son périmètre et on perd tout le reste. Le but, en adoptant une démarche d'Atomic Research, c'était d'être respectueux du temps que les utilisateurs nous accordent. Ils nous donnent du temps gratuitement pour la recherche. On va utiliser, réutiliser tout et se partager l'information.
ça emmène un certain nombre de contraintes, mais pour nous, c'est une manière de capitaliser sur le temps qu'on passe et le temps que nous donnent nos utilisateurs. Ouais, Mathilde, je t'en prie. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que viennent de dire Audrey et Mathilde. C'est vrai que c'est 2 points aussi. En fait, on a constaté la même chose, donc nous, c'était chez nos clients, qu'il y avait énormément de pertes de temps entre les équipes, souvent en feature team, qui effectivement travaillent sur des features différentes, mais qui s'adressent à la même population et qui du coup ne vont pas, même si tout est effectivement à prendre avec attention, l'environnement de la recherche qui a été faite, etc. Mais il y a toujours des éléments qui peuvent être repris, on peut aller plus loin. Et c'est surtout qu'on voyait que la recherche était vue comme quelque chose vraiment de court-termiste, alors que finalement, on peut la voir plutôt à long terme, justement avec ce travail de capitalisation, d'ordonnancement de la donnée. Parce qu'effectivement, il y en a de plus en plus, surtout on le voit après quand on commence à mettre la main dedans, quand on regarde toutes les observations, les découvertes qu'on peut faire, les faits qui s'accumulent. Voilà, comment est-ce que nous, la question, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut rationaliser tout ça pour optimiser les travaux qui ont déjà été faits, aller plus loin dans les recherches, pousser encore plus, et effectivement respecter le temps des utilisateurs qui est très cher, et donc du coup ne pas les sursolliciter non plus en fonction. Ouais, dernière intervention, Romain, je t'en prie. Moi, je voudrais rajouter effectivement la notion de temps, elle est très importante. Et nous, ce qu'on observait aussi, c'est que quand on fait de la recherche utilisateur, on a souvent un projet de recherche utilisateur, on restitue nos informations et puis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, ce momentum est un petit peu parti. Et il se passe des discussions, il y a beaucoup d'échanges et en fait, on perd un peu à peu les insights. Et nous, notre besoin, c'était de pouvoir vraiment consolider cette information dans le temps pour qu'elle soit bien prise en compte à un moment donné et finalement, quand la feature sort, quelques mois plus tard, on soit toujours raccord avec ce qui a été trouvé à ce moment-là et qu'on sorte de l'effet je vais lire une présentation et puis chercher moi-même l'information. Ça peut être un petit peu compliqué, alors que là, l'information, elle est là, on sait où la chercher, on sait où la trouver, et donc on n'a plus trop d'excuses pour l'ignorer. L'autre point, et là c'est plutôt d'un point de vue consulting, mais c'est quand on doit définir la valeur de l'expérience, c'est souvent un petit peu compliqué de définir la valeur de la recherche, la valeur de l'UX. Et on avait besoin aussi d'avoir une approche un petit peu chiffrée de tout ça et pouvoir dire, voilà, on a trouvé tant de pain points, on a résolu tant de problématiques et voici l'impact que ça a eu sur l'expérience. Et ça, c'est quelque chose d'assez important pour nous, pour pouvoir vraiment montrer l'impact que ça a de faire de la recherche utilisateur. Dominique, je t'en prie, oui. Dernier point. Juste pour compléter effectivement ce que disaient Romain, Mathilde et Audrey, donc je rejoins complètement cette vision de, il y a différentes équipes qui sont souvent silotées avec un degré de connaissance plus ou moins large, et donc du coup on a cette nécessité de pouvoir rassembler en fait tout le monde autour d'une même vision. Ça effectivement, donc je vais pas nécessairement insister là-dessus sur cet apport de valeur à l'échelle de l'organisation et de pérennité de la connaissance, mais en fait, je trouve que moi, il y a aussi un autre angle qui a été très vertueux de notre côté quand on s'est retrouvé potentiellement à faire des études avec plusieurs vingtaines d'heures d'interview. Et donc là, le researcher se retrouve avec potentiellement 23 heures d'interview à analyser. Et là, tu te dis, mince, comment est-ce que je fais? Parce que du coup, tu te retrouves avec, on va dire, cette espèce de gloubi-boulga de données non structurées. Et là, il s'agit de se dire, OK, comment est-ce que j'adopte un nouveau modèle de structure de données et comment est-ce que j'adopte un modèle surtout qui me permet d'être efficace dans mon analyse, de vraiment pouvoir mettre à plat les différents thèmes et de se questionner sur les insights qui ont vraiment de la valeur. Et donc, je trouve aussi que en plus des apports à l'échelle de l'organisation, il y a vraiment cet apport aussi, et là j'ai envie de dire à l'échelle un petit peu plus individuelle pour le researcher, que de pouvoir structurer sa donnée et aussi du coup de pouvoir avoir une big picture de l'ensemble, de pouvoir prendre du recul et aussi afin d'améliorer le partage. Mais c'est vrai que voilà, on parle beaucoup du collectif, mais il y a aussi cette approche pour la personne qui justement va être en capacité d'analyser en fait tous les faits
pour des objectifs bien précis. Je comprends le point et c'est hyper intéressant parce que du coup, on a un aspect consulting versus du coup de l'interne. Il y a beaucoup de points communs et cette double vision, effectivement, sur le fait qu'il y ait un impact sur le collaboratif dans le collectif. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a permis aussi de reposer d'un point de vue individuel toute la structuration de la recherche, etc. La question suivante par rapport au contexte, c'est aujourd'hui, au moment où on se pose la question de l'Atomic Research, on se dit, mais ok, je veux l'implémenter, mais je pars déjà, enfin, il y a déjà des choses qui sont faites, donc est-ce que vous pouvez partager peut-être avec nous comment ce que vous avez fait en fait de la donnée qui avait été accumulée ou la façon dont vous êtes lancé un petit peu ou la façon dont vous voyez les choses sur la façon dont, comment je pourrais dire ça, des choses à avoir en tête avant de se lancer par rapport à l'existant. Enfin voilà, les choses à bien garder en tête avant de se lancer bec et ongle dans les outils, dans la méthode, etc. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques. Maintenant que vous êtes passé un petit peu après ce stade, est-ce que typiquement, je ne sais pas qui peut répondre à cette question? Ah bah Mathilde, allez, on y va. Toujours là. Je vais répondre à la question, quelles sont les choses qu'il faut avoir en tête avant de se lancer? Vraiment, il faut vous dire que le setup de ce genre de méthode est plus long, enfin la réflexion est plus longue que le setup opérationnel. Donc la réflexion, elle va être, qui dans l'entreprise fait de la recherche? Combien de personnes? À terme, combien de personnes vont faire de la recherche dans l'entreprise? Est-ce qu'il va y avoir des recrutements? Est-ce que vous allez avoir une hypercroissance? Combien de personnes consomment les insights? Comment est-ce que vous êtes organisé aujourd'hui? Dans l'équipe produit, il y a combien d'équipes produits? Les équipes produits parlent quelle langue? Est-ce que vous allez vous internationaliser? Si vous êtes une petite société aujourd'hui, si demain vous vous déplacez dans d'autres pays, peut-être que vous aurez besoin d'avoir de l'information qui est lisible. Donc, je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance de la stratégie de votre entreprise, de l'organisation actuelle et future du produit. Il faut aussi bien prendre en compte la dimension, je pense, financière. La solution que vous allez prendre, elle va avoir un coût, mais si vous avez un seul utilisateur, c'est OK d'avoir un coût élevé si ça vous apporte beaucoup de richesse. Mais si vous avez beaucoup d'utilisateurs actifs et que vous avez un coût au siège, peut-être qu'à un moment, votre département finance va vous mettre le couteau sous la gorge en vous disant « Gros, c'est un peu extravagant ». Donc, prenez votre temps, prenez le temps d'établir un peu comment est-ce que votre produit est fait. Est-ce qu'il y a des verticales? Est-ce qu'il y a des expériences qui sont clés? Demandez-vous dans quelle langue vous devez mettre les choses, c'est-à-dire dans quelle langue est-ce qu'on met la donnée, qui va la lire, qui va la réutiliser, combien de temps ça prend de traduire. Et ensuite, une fois que vous avez tout ça, allez parler à des gens qui ont déjà mis en place l'Atomic Research, allez parler à des gens qui se sont déjà plantés, et ensuite, vous saurez à peu près tout ce qu'il faut faire pour vous lancer. Ouais, Mathieu, je crois. Mathieu a levé la main un peu plus tôt. Oui, je rejoins complètement l'approche de Mathilde. Finalement, c'est appliquer la recherche au produit qu'on est en train de créer, c'est-à-dire notre base de données de recherche. Et finalement, on s'applique nos bonnes pratiques à nous-mêmes. Donc, je pense que c'est aussi la démarche dans laquelle on est aujourd'hui. Pour notre part, on est aussi dans une démarche itérative, parce que ça peut être quelque chose d'un peu effrayant. Il y a beaucoup de dimensions à prendre en compte, beaucoup de données existantes. Donc, comment est-ce qu'on organise tout ça? Nous, c'est parti de sources de données. Une première qui était un fichier dans Notion avec une liste d'études qui avaient été faites par le passé et on voulait pouvoir la mettre à disposition. Et la seconde source de données, c'était un ensemble de commentaires, de reviews, de réactions que nos utilisateurs ont pu avoir sur différents réseaux sociaux, internes ou externes. Et toutes ces données-là nous donnaient l'impression vraiment qu'il y avait une valeur à extirper, une valeur à utiliser. Et donc, je pense que pour débuter justement un peu l'Atomic Research, c'est intéressant de se baser sur l'existant et d'analyser le type d'informations, le type de données qu'on a. Et c'est comme ça que nous, finalement, on a bâti la première version de notre taxonomie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on tague les choses, comment est-ce qu'on les organise, on les structure. En faisant un premier inventaire, on a pu déjà avoir une idée de comment est-ce que les gens consommaient cette donnée.
pour après être dans l'itération, se dire voilà, on part avec ça, on part sur un petit groupe, et puis après on voit comment est-ce que ça vit. Si on doit rajouter des tags, rajouter des catégories. Mais on est plutôt sur du MVP aussi en démarche de repository aujourd'hui. On finira avec Martin sur cette première partie. Pour compléter ce que pouvait dire Mathilde et Mathieu, en fait, moi, je vois au moins 2 use cases de l'Atomic Research. Il peut y en avoir plusieurs, mais le premier, c'est un peu d'un point de vue individuel, de se dire, je suis researcher, je veux améliorer ma manière d'analyser l'information. Donc ça, on en revient vraiment au découpage de l'Atomic Research. Et dans un contexte précis, j'ai récupéré certains faits, j'en ai j'en ai déduit certains insights, et donc mes recommandations, c'est d'aller dans telle ou telle direction. Donc ça, c'est vraiment en fait une autre manière d'analyser qui n'est pas l'unique. Effectivement, le second gros use case, c'est tout ce qu'il est au fait de centraliser, capitaliser, partager et réutiliser la connaissance. Donc il y a le terme assez connu de repository. Et je pense que le repository, en fait, il faut le voir comme un produit B2E, business to employee, c'est-à-dire que ce produit peut être utilisé par les employés de votre société ou de votre client. Et ça, c'est un point très important parce que faut éviter le côté cordonnier mal chaussé. C'est pas parce qu'en fait les researchers ou les personnes autour des researchers construisent quelque chose qu'en fait il faudrait ne pas appliquer les bonnes méthodes à soi-même. Donc c'est vraiment penser à ça. On voit par exemple, vous dites effectivement comprendre comment les gens consomment les données. Donc ça, vous êtes en train de faire la discovery, c'est super intéressant de dire quelles sont les données que je veux mettre, quelles sont les catégories que je veux mettre en place. Enfin, tout ça, en fait, vous voyez, finalement, vous pourrez presque mettre un product owner, un product manager et d'autres personnes, je pense beaucoup en coordination avec les designers et les researchers, pour monter, en fait, carrément un produit B2E de capitalisation et de gestion de la connaissance utilisateur au sein de votre Android. Et ça, je pense que c'est très important parce que l'Atomic Research, c'est une solution. Les outils de repository comme NGHQ, Dovetail, Chattermill, etc., ce sont des solutions, mais derrière cette solution, il faut se dire pourquoi je le fais et pourquoi vous le faites et surtout comment vous allez le faire. Et en fait, le comment, c'est beaucoup de process, et je pense que Mathilde, tu l'as aussi pas mal et très bien expliqué, c'est beaucoup de process. Donc, au-delà d'un outil, d'une solution un peu miracle, c'est de se dire en fait, mais concrètement, comment est-ce que la donnée transite au sein de mon entreprise? Comment est-ce que les gens se la partagent ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Voilà. Et je trouve que c'était très intéressant quand tu disais qu'il fallait connaître sa stratégie produit, l'organisation de l'entreprise et le coût financier. Bah, tout ça fait qu'en gros, il y a pas mal de choses à faire. Je suis désolé Romain, du coup, on va devoir passer à la partie suivante. Je suis désolé, c'est frustrant, il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai laissé François, du coup, embarquer tout le monde sur la deuxième partie de la table ronde. Ok, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on se pose avec Sylvain un certain nombre de questions sur la manière de procéder pour créer des facts et des insights pertinents. Donc là, on rentre un peu plus en profondeur dans la méthode. Donc, on se demande, par exemple, si un insight doit provenir d'un nombre minimum de facts ou si, par exemple, un fact peut être un ensemble de verbatim. Donc, finalement, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les caractéristiques d'un bon fact ainsi que les caractéristiques d'un bon insight. Donc, pour cette question, Martin, Mathilde, Philippe et Romain, je vais vous laisser la parole pour nous en dire un peu plus sur la manière dont vous vous assurez finalement de créer des facts et des insights pertinents. Martin, peut-être que si tu veux commencer et prendre la parole, je t'en prie. Alors, un bon fait, c'est un fait, je vais reprendre le terme de l'Atomic Research, atomique, unitaire. C'est-à-dire qu'en gros, un fait, il ne faut pas qu'il véhicule plusieurs idées, parce que finalement, si vous véhiculez plusieurs idées, en fait, c'est dissocié. Un fait, c'est toujours une idée derrière. Donc, c'est vraiment le côté atomique, où si vous avez entendu parler de la définition de Thomas Sharon, qui est aussi un des cofondateurs d'Atomic Research de Nuggets, voilà, un petit morceau de poulet. Bon, là, c'est un petit fait. Ça peut être un verbatim, ça peut être une observation, ça peut être un chiffre, ça peut être aussi du quanti. Peut-être que les personnes se posent la question, est-ce qu'on est toujours dans le qualitatif? Ça peut être très bien du quanti. Vous récupérez un fait venant de Content Square ou de Google Analytics, c'est un fait. Voilà. Ça, c'est très important. Ce qui est aussi très important, il faut qu'il ait un côté très brut, très factuel. Voilà. Et je pense que le terme fait n'est pas galvaudé.
il faut qu'il soit factuel, qu'il soit objectif. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'analyse, rien du tout. Un insight, c'est de dire, bon, j'ai un certain nombre de faits qui ont été collectés dans certains contextes, et vous pouvez varier les contextes, vous pouvez mixer du Google Analytics avec de l'étude ethno, un journal de bord, des tests U et peut-être une interview, de dire, en recoupant tout ça, qu'est-ce que j'en comprends, qu'est-ce que j'en pense. Donc ça, c'est l'interprétation par le researcher qui est à la fois basée sur toute la donnée, la matière brute qu'il peut récupérer, et puis aussi par son expérience du métier de researcher et aussi de la prise en compte du contexte. Donc voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, des faits peuvent donner plusieurs insights, un fait peut nourrir plusieurs insights, un insight peut être composé de plusieurs faits ou d'un seul, ça tout dépend en fait voilà, de cela. Voilà, j'ai laissé la parole aux autres. Ok, Mathilde, je te propose t'as levé la main, je te propose de continuer. Oui, je ne peux pas être plus d'accord qu'avec Martin. Effectivement, moi je pense que c'est vraiment très important de se dire que le fait, c'est la donnée qui est brute. Donc c'est vraiment ce que l'on va explorer, ce que l'on va découvrir. Et je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas avoir peur de la quantité. C'est vrai que ça peut très vite faire un nombre d'observations, de faits qui sont assez impressionnants. Mais il ne faut pas en avoir peur parce que c'est aussi ce qu'on recherche, je pense, en faisant de l'atomic research, c'est éviter un peu le biais qu'on pouvait avoir sur la recherche classique de je ne prends que ce dont j'ai besoin pour ma recherche et je mets de côté le reste. Là, c'est vraiment de tout prendre et tout pourra être enrichissant, peut-être pas forcément à l'instant T, mais plus tard. Donc pour moi, le trait, c'est vraiment ça, c'est on prend tout et on voit après. Et l'insight, c'est vraiment ce qu'on va apprendre et c'est là où on va apporter cette plus-value et ce regard effectivement d'expert dont parlait Martin juste avant. Ok, merci beaucoup. Mathieu, si tu veux prendre la suite. Oui, quelques mots pour aller dans le sens de ce qui a été dit. Je pense que l'insight est vraiment basé sur une pratique de recherche déjà existante, c'est-à-dire que il faut pas seulement amener les faits qui corroborent l'hypothèse qu'on a, mais aussi les faits qui viennent invalider l'hypothèse potentiellement. Et comme le disait Mathilde avant, la somme des faits vient aussi pondérer la valeur de l'insight. Plusieurs faits, le fait de croiser à un moment donné la donnée, va aussi apporter du poids à l'insight qu'on propose. Ok, merci. Romain, tu peux continuer. Ouais. Alors, moi, je voulais d'abord parler du fait qu'on a des faits, d'un côté, on a des insights, et qu'il y a quand même deux objectifs derrière. Tout à l'heure, Domitil disait que l'analyse, l'atomic research pouvait nous aider à faire l'analyse. Et je pense qu'il y a quand même deux objectifs derrière. L'atomic research, ça peut servir à faire l'analyse et à construire un repository, mais on peut aussi avoir un repository qui n'est pas forcément issu de la méthodologie atomic research, à savoir j'ai un ensemble de facts qui me génèrent des insights, etc. Et donc, il faut bien prendre en compte ces deux objectifs. Nous, typiquement, on avait commencé avec fact et insight, et aujourd'hui, comme on a des sessions d'user research qui sont dans plusieurs pays, etc., on ne demande pas à tout le monde de renseigner les facts, on part directement de l'insight. Et donc, ça marche aussi pour créer la base de connaissances. Donc ça, je pense que c'est important, il faut bien différencier ces deux usages. Est-ce qu'on veut un repository? Est-ce qu'on veut s'aider à l'analyse des données? Est-ce qu'on veut les deux? Et à partir de là, ça nous donne un peu de niveau dans lequel on va aller dans l'atomic research. Après, du coup, pour parler des insights, je pense qu'un bon insight, déjà, il est associé à un moment de l'expérience. À quel moment l'insight qu'on a un impact? À quel moment ça se passe, ce qui va nous permettre de l'organiser, ce qui va permettre de parler à des feature teams, mais aussi de faire des relations avec d'autres éléments qui vont peut-être être le backlog des équipes, par exemple, et de l'associer à des indicateurs. Typiquement, nous, on a choisi le NPS. Donc, chaque insight qu'on trouve est associé à un indicateur NPS sur lequel il a le plus d'impact. Et donc, du coup, ça nous permet de regarder le problème sous différents angles. L'angle du customer journey ou l'angle du NPS. Et derrière, il y a aussi un niveau de confiance. Je pense qu'on a commencé un petit peu à gratter ce sujet-là en disant qu'on a plusieurs facts qui viennent donner du poids un petit peu à un insight. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un niveau de confiance
quand on a 5-6 utilisateurs qui nous parlent de quelque chose, ce n'est pas le même niveau de confiance que lorsqu'on a 20 utilisateurs, plus de la data, plus des études quanti, etc. Et donc, ça, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas être trop spécifique là-dessus, mais c'est quand même une notion à prendre en compte. C'est-à-dire tous les insights n'ont pas le même level et ne racontent pas la même chose. On va avoir des insights qui vont être très opérationnels, du type utilisabilité. L'utilisateur n'arrive pas à passer sa commande, ou n'arrive pas à trouver tel bouton. Puis des insights qui vont être plus stratégiques, du type l'utilisateur ne comprend pas la value proposition qu'on a derrière ce produit, ou trouve que les prix sont trop hauts, qui ne vont pas avoir le même impact. Vraiment, il y en a un qui va avoir un impact sur la stratégie de l'entreprise et d'autres sur vraiment le produit et le design. Ok, d'accord. Donc peut-être Mathilde, si tu veux rebondir là-dessus, et après Domitil, et après on passera on passera à la suite. Ça marche. Je voulais juste ajouter quelque chose. Quand vous considérez tous vos faits, quand vous considérez vos insights, chez nous, ce qui est important, c'est d'avoir un peu de contexte sur d'où vient la donnée. Quand a été créé l'insight, on le voit passer dans les commentaires sur YouTube, il y a une notion de comment est-ce qu'on voit si quelque chose est périmé. Donc, il y a un certain nombre d'éléments ça pourrait être des métadonnées, en fait. Ça va être des informations qui viennent vous aider à savoir si le fait que vous avez sous les yeux, que ce soit un verbatim, un chiffre, si en fait il est pertinent pour votre réflexion ou pas. Dans ces métadonnées, vous pouvez tout à fait mettre une date, vous pouvez mettre le pays dans lequel on a trouvé l'information, vous pouvez mettre le persona qui a émis ce verbatim. Il y a plein de choses à faire et c'est à vous de trouver vos métadonnées, mais chez nous, on a tendance à faire attention à bien comprendre dans quel cadre a été trouvée l'information pour ensuite se dire, OK, est-ce que c'est fiable à 100%? Est-ce qu'on peut se lancer là-dessus? Ou, ah, c'est un petit peu vieux quand même, ça fait 1 an qu'on a récolté cet insight, depuis il s'est passé plein de choses, on va le mettre de côté, on va préférer d'autres insights à analyser. Ok, c'est très clair. Domitil, si tu veux prendre la suite. Oui, juste très brièvement, parce que je vois l'heure tourner, je sais qu'on a d'autres sujets qu'on souhaite aborder, mais c'était pour faire écho avec ce que disait Romain, en fait, précédemment, sur le contexte dans lequel rattacher effectivement la connaissance utilisateur. En fait, je pense qu'aussi le plus important, c'est ne pas perdre de vue les objectifs business que la connaissance utilisateur vient servir. Est-ce qu'on est sur des problématiques de fidélisation? Est-ce qu'on est sur des problématiques d'acquisition, de notoriété? Et en fait, et du coup, c'était toi, Mathilde, qui l'abordait au tout début sur la nécessité, tu vois, de prendre de la hauteur sur le setup en disant que ça prenait du temps et qu'on était aussi dans une démarche itérative, et quels sont aussi les tags qu'on va aller mettre en place, comment est-ce qu'on va aller qualifier notre donnée pour la structurer et pour la retrouver. Et du coup, par rapport à ce que disait Romain, c'est que c'est ça, en fait, pour moi, on doit être capable, on doit être en mesure de pouvoir raccrocher des faits à des objectifs business derrière. Et donc, du coup, à bien anticiper aussi la taxonomie afférente pour être en mesure de se dire, OK, là, en fait, je suis sur des problématiques qui touchent plus à la fidélisation. Là, je suis sur des problématiques de churn, etc., etc. Et donc, du coup, ça permet aussi de donner plus de poids à la connaissance utilisateur quand on s'adresse déjà à l'organisation de manière générale, mais surtout à des stakeholders, en l'occurrence. Ok, merci beaucoup pour ces explications. J'en profite pour... ouais. Laisse Audrey juste prendre la parole quand on a un petit souci technique. Audrey, si tu veux ajouter juste du coup un élément que tu as commenté qui est très intéressant effectivement aussi. Ah oui, non, c'est juste que quand vous aviez parlé de la qualité d'un fact, j'avais juste ajouté effectivement dans notre discussion le fait que ce soit fiable et direct, dans le sens où ne pas prendre un fact en se disant le sales m'a dit que machin lui avait dit que un client a dit ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, je pense qu'il faut que la source soit directement un utilisateur, et de faire très attention justement à ces facts qui peuvent être relayés par d'autres. Et rapporter. Donc, je pense que ça, on n'en avait pas parlé, mais je pense que c'est important aussi.
Ok, merci. Bah, justement, ça a un lien avec ce dont on va parler maintenant. Un sujet qui est étroitement lié, qu'on a un peu abordé, qui concerne la valeur des données récoltées. Donc, quand je parle de la valeur des données récoltées, j'entends par là la valeur qu'un fact peut avoir par rapport à un autre fact, et ainsi de suite pour les insights et les recommandations. Donc j'ai l'impression que l'Atomic Research, c'est une méthode qui est assez efficace justement pour déterminer la valeur et la robustesse des données. Et finalement, la question qu'on se pose, c'est comment définir la valeur des données récoltées, donc la valeur des facts, la valeur des insights, la valeur des recommandations. Donc Romain et Martin, je vous propose de nous en dire un peu plus sur la question. Et peut-être que Romain, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que ça, c'est une question un peu épineuse. La valeur du fact. A priori, plus on a de facts, plus l'insight a du poids. Néanmoins, je parlais avec Daniel Pitcock qui a essayé de mettre en place une notion de poids dans sa solution. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu mis le haut là sur le sujet parce qu'au final, on n'a pas vraiment de formule magique pour identifier le poids d'un insight, le poids d'un fact. Ça va plutôt être quand même à l'appréciation du user researcher que de l'identifier. Néanmoins, évidemment, il faut pouvoir définir quelle est la criticité de ce fact ou de cet insight, quel est son impact, et surtout derrière, je pense, c'est identifier le cost of delay, c'est-à-dire que si on ne résout pas ces problématiques, quel va être le coût sur l'entreprise. Et je pense qu'en fait là, c'est pas tellement le poids d'un fact, mais c'est parce que la finalité c'est de résoudre des problématiques, donc ça va être une équipe de product management qui va prendre le relais, et c'est pouvoir identifier à quel point c'est problématique de ne pas résoudre ce qu'on a identifié, et est-ce qu'on peut le mesurer en termes de coût. Ok, merci. Martin, je vois que tu as levé la main, si tu veux qu'on essaie. C'est très intéressant le point de la notation. Donc effectivement, Daniel Pitcock, donc le deuxième cofondateur de l'approche et avec qui on a pu inviter l'an dernier sur un webinaire sur le sujet. Effectivement, il met une sorte de poids, et son poids, en fait, ça consiste à dire que, en gros, il va noter de manière assez numérique tous les facts qui sont en faveur d'un insight ou qui sont en défaveur, ce qui fait qu'en gros le chiffre va fluctuer. Et je trouve ça très intéressant ta remarque, Romain, sur le fait que finalement il n'y a pas forcément de formule magique, et je pense aussi que ça va rester à l'appréciation du researcher, et je pense que ça montre aussi toute la complexité du travail d'un researcher, que c'est pas juste en fait en additionnant des faits qu'on va pouvoir dire c'est un fait de qualité ou c'est un fait de mauvaise qualité. C'est finalement un peu plus complexe que ça. Donc ça, ouais, j'en suis tout à fait d'accord. Je pense aussi une chose, et je vais rebondir sur ce que disait Audrey, le fait de dire qu'un fact doit être direct. Et là, je pense qu'on touche à un sujet très important, c'est que les facts, c'est quand même la matière première de tout le travail. Donc tout ce qui va en découler va être normalement sera de qualité. Mais en fait, c'est plus on a une donnée de qualité en entrée, mieux ce sera. Si vous faites vous cuisinez, vous faites une superbe tarte à la tomate et que vous avez vraiment des produits de qualité, une pâte que vous avez fait vous-même, les tomates du jardin, etc., versus toutes les choses qui vont pas être géniales, bon, le résultat sera possible. Bon, et c'est ça en fait qui est important. Et je pense qu'en fait, la collecte d'un fait en soi est assez critique. Et c'est vrai que rien que collecter les faits, ça paraît bête. Mais en fait, il y a déjà un point critique sur ça. Il y a déjà un gros point d'intention. Donc, je pense que voilà, se concentrer sur la collecte, c'est important. Éviter effectivement de polluer en fait son référentiel de faits avec des données qui sont un tel a dit, qu'un dit, qui a observé, qui a trituré l'information dans plein d'autres sens. Et donc ça, c'est important. Et effectivement, je pense que ce qui peut aussi aider en fait à définir une bonne valeur des facts et des insights, c'est de définir ce qu'on appelle une taxonomie. En fait, d'être capable de taguer sur plusieurs dimensions à la fois les facts et les insights, ce qui permet aussi parfois de se dire, est-ce que c'est effectivement plus un sujet lié, je sais pas, par exemple, à l'expérience utilisateur de mon produit? Est-ce que c'est un sujet qui est peut-être plus lié
au wording de mon produit? Est-ce que c'est lié à telle ou telle feature? Est-ce qu'en fait ça correspond à tel ou tel moment de mon parcours? Est-ce que si vous êtes plutôt en méthode exploratoire, définir peut-être des thèmes, enfin voilà, de définir plusieurs thèmes, parce que finalement, vous pouvez très rapidement vous retrouver avec plus d'une centaine de faits, et comme je disais, je pense Mathilde, de dire il ne faut pas en avoir peur, mais ce qui importe, c'est qu'il faut les taguer. Et si vous les taguez sur plusieurs dimensions, vous allez pouvoir faire des clusters, des petits groupes, rapidement de 10 éléments, et ça, après, ça sera plutôt facile. Justement, dire, bon, je prends ce groupe de toutes les problématiques UX de ma landing page. OK, qu'est-ce qui s'est dit? OK, bon, déjà, j'ai sorti 2 insights. Après, je vais voir les problématiques UX de la page de commande de panier, paf, etc. Donc, en fait, c'est juste dire, vous avez plein d'informations, mais comme vous allez les organiser, les regrouper avec plusieurs dimensions, vous pourrez voir, voilà, l'information, vous allez pouvoir la traiter plus facilement. Et juste pour finir sur effectivement comment qualifier la valeur d'un insight, c'est pas forcément facile, mais peut-être qu'effectivement déjà le nombre de faits et peut-être la diversité des moyens de collecte des faits peut être un indicateur pour se dire l'insight, il a la valeur ou pas. Ok. Donc en fonction des voilà s'il y a différentes expérimentations qui croisent vers un même insight ou vers un même fait, il va avoir plus de valeur en fait. C'est ce que tu dis. Ok. Mathilde, tu voulais continuer là-dessus? Oui, effectivement. Alors, ça va faire une transition aussi avec la prochaine partie, mais autant il ne faut pas avoir peur d'avoir de grandes quantités de données, c'est cool, tout le monde aime la donnée. En revanche, on parlait des tags, il faut avoir peur d'un trop grand nombre de tags. Le tag, c'est comme quelque chose qui vous donne un peu une température ou un goût. Si quelqu'un vous décrit le nom d'un sorbet comme étant il est vanille fraise, pomme croquant, chocolaté, croustille, personne ne comprend rien et vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Le nombre de tags, c'est le temps que vous allez passer à taguer quelque chose. Si vous êtes beaucoup, que beaucoup de personnes vont taguer et que ces nombreuses personnes doivent naviguer dans une jungle de tags, elles ne le feront pas. Et comme la matière brute est clé, la manière dont la matière brute est taguée, c'est aussi un moment clé dans votre expérience. Donc, n'ayez pas peur de la donnée, ayez peur du nombre de tags, réfléchissez bien avant de vous lancer et de faire une forêt, un truc incroyable. Ok, bon, merci beaucoup. Il nous reste 12 minutes, on va passer à la prochaine partie. Donc là, on a parlé de différents aspects assez spécifiques de l'Atomic Research. Maintenant, par rapport à la méthode initiale et la documentation que l'on peut trouver auprès de différentes sources sur Internet, on aimerait en savoir davantage sur vos différents axes et évolutions par rapport à cette méthode initiale. Donc voilà, je vais laisser la parole peut-être à Mathieu, Mathilde, Philippe, Martin et Romain pour nous en dire un peu plus sur le sujet. Je ne sais pas qui veut commencer. Mathilde, peut-être? Oui, je peux commencer. Ça fera juste la passerelle avec ce qui vient d'être dit au niveau des tags. Effectivement, le fait de ne pas avoir trop de tags, c'est très important. Mais justement, comme le disait Mathilde, il y a beaucoup de personnes, enfin, il y a potentiellement un certain nombre de personnes qui peuvent être amenées à intervenir, à analyser la donnée. Et chacun, on est tous des humains et on a un peu tous notre façon de voir les choses et d'analyser la donnée. Et donc, c'est là où je remonte aussi à ce que disait encore Mathilde tout au début, mais sur la langue qu'on veut employer, c'est très important, mais aussi la taxonomie et le vocabulaire qui est employé par l'entreprise et qu'on se mette bien tous d'accord au début et qu'il y a un gros travail de fait, d'alignement sur qu'est-ce qu'on entend par tel terme pour les tags, et ça va être très important. Et nous, ce qu'on a mis en place et qui a fonctionné en tout cas quand on était plusieurs à analyser, c'était d'avoir un système de filtre, enfin de tags assez fixe dont on s'est mis d'accord. Donc nous, on avait utilisé la criticité, mais il y a potentiellement plein d'autres possibilités. Mais voilà, on avait cette chose-là où on savait qu'on devait passer par ce filtre-là. Donc on avait 4 filtres de criticité. On savait qu'on allait taguer nos faits par ce premier filtre, on va dire. Et après, on avait des tags plus libres parce qu'on avait plusieurs méthodes et du coup, on n'était pas... tout ne pouvait pas être tagué avec la même chose, mais on s'était dit 10 tags maximum. Ça a marché. Mais c'était parce que voilà, on était quand même dans un cadre assez précis, mais voilà, on en avait 10 flexibles. On s'était dit 10 maximum, si on était monté à 11-12, je pense que ça n'aurait pas été mort d'homme, mais voilà, ça nous permettait d'avoir un peu de flexibilité par rapport à la méthode, par rapport aussi à ce qu'on pouvait retirer des faits.
Mais voilà, donc ça nous permettait d'avoir de la flexibilité et en même temps d'être dans un cadre avec ces premiers filtres de tag qui étaient au nombre de 4 et qui nous permettaient de garder un cadre dans notre analyse pour la suite. Ok, merci. Donc, par rapport à cette appropriation de la méthode initiale et l'évolution que vous en avez faite et vos différents hacks, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui veulent nous partager un peu cet aspect-là. Mathieu? Yes. Nous, finalement, c'est un hack, mais c'était aussi un prérequis sur l'outil vers lequel on s'est orienté. On savait qu'on avait un grand nombre de données et qu'on pouvait potentiellement utiliser des sources variées comme du NPS, comme Zendesk, comme des commentaires sur les réseaux sociaux, sur des reviews. Et donc, le hack vers lequel on s'est orienté, c'était vraiment les intégrations. Et de se dire comment est-ce que je peux envoyer du fact brut, qui est de la review, du commentaire, directement dans ma base, et comment est-ce que derrière, je peux le pré-taguer, parce qu'on sait que taguer, en fait, ça prend énormément de temps. Si on doit faire de la review de fact, ça peut prendre des heures tous les jours. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut pré-taguer les informations qu'on envoie directement via nos intégrations segments, via nos intégrations Zendesk, sur le bon persona ou sur le bon segment de la user journée. Donc, on peut pas tout taguer, mais on sait qu'il y a une partie qui est automatisable. Et donc, ça, c'est quelque chose vers lequel nous, on s'est orienté. Ok. Romain, si tu veux continuer. Ouais. Déjà, je tiens à dire que c'est super intéressant ce point sur l'envoi des données de différentes sources. C'est justement là où moi j'aimerais bien qu'on aille dans les prochaines étapes. Côté hack, vraiment, je veux revenir sur le Customer Journey puisque en fait c'est vraiment aujourd'hui notre clé de résolution. Et ça, je pense que c'est important. La clé de résolution qui va vous permettre en fait de connecter cette base d'enseignement avec d'autres sujets et d'autres équipes. Et nous, typiquement, on a aussi utilisé des intégrations avec Jira, où en fait, on a synchronisé le backlog de l'équipe produit avec la base, et chaque feature, elle, peut être aussi attribuée à un moment de l'expérience dans le Customer Journey. Et en fait, en reliant les deux, ça nous permet de pouvoir avoir une vue sur les insights et quelles sont les features concernées. Et d'un point de vue adoption, ça permet à nos PM qui ont quand même une visibilité plus sur leur feature team et sur ce que eux vont vouloir délivrer, pouvoir ouvrir en fait ces fameuses features et voir quels sont les insights qui sont reliés. Et donc on a une approche qui est push, on push l'information plutôt que ce soit à eux d'aller la chercher. Et ça, en termes d'adoption, c'est assez fort. Et comme on a le NPS aussi qui est associé à tout ça, et ben en cascade, ils peuvent voir finalement par rapport à une feature quels sont les insights qui sont reliés et quels vont être les NPS qui vont être impactés. On finit avec Martin. Tu as 2 minutes top chrono. Écoutez, c'est super intéressant ce que tu dis, Romain, parce que j'ai justement parlé de ça. C'est moi en tant que PM, ce qui m'intéresse aussi, c'est, on va dire, à la fin du cycle de vie, on va dire, d'une étude, c'est dire, ok, concrètement, comment ça va impacter mon backlog, etc. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Avec un designer, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on n'avait pas forcément backlog, on était resté sur Airtable, donc Airtable nous permettait de faire l'atomic research. Et on avait une table, donc la dernière phase qui est la recommandation, mais on en a carrément fait une to-do list, et j'ai carrément monté en fait un Kanban, de se dire, ok, dans toutes les recommandations qu'on a mis, qu'est-ce qu'il y a à faire plutôt, on s'est dit, de manière immédiate, où on a besoin de réflexion ou des trucs mineurs. Est-ce que c'est un sujet qui est plutôt pour moi PM? Est-ce qu'il y a un sujet pour toi plutôt UX? Est-ce que c'est plutôt un sujet de wording? Est-ce que c'est un autre sujet? Et en fait, on a pu dépiler. Et ce qui fait comme ça, en plus, en dépilant, on savait toujours d'où ça venait, d'où venait cette recommandation, venait de tels insights qui venaient de tel fait, donc on pouvait un peu relire l'histoire. Voilà, donc nous on l'avait fait parce qu'on n'avait pas forcément un Jira à côté, mais ça nous a vraiment permis de dépiler, d'être très en fait concret sur le what's next, qu'est-ce qui se passe après. Voilà, et donc le fait de se connecter à Jira ou peut-être à un autre outil comme Product Board, je trouve que c'est aussi clé. Et je pense que c'est très intéressant le fait de pusher l'information pour les PM. Effectivement, en termes d'adoption, vous leur fournissez l'info, donc il y a déjà moins d'efforts à faire et ils seront très contents, je pense, d'avoir cette richesse d'informations.
Merci pour du coup tout ce partage d'informations. Bon, on n'a pas fait la moitié de ce qu'on avait prévu. Il y a tellement de choses. On nous avait préparé plein de questions et plein de sujets. On bondissait dans tous les sens et du coup, ce qu'on s'était dit avec François, c'est que ça donnerait l'occasion d'en refaire une deuxième. Et du coup, on est assez fan de l'idée. Donc, je pense qu'on vous réinvitera. Pour parler notamment gouvernance, il y avait différents sujets autour de la gouvernance, des échanges avec les différentes équipes. Mais tant pis, ce sera pour une autre session. Ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques questions qui ont été posées durant du coup l'échange autour de la table ronde. Il y a du coup une première question qui est, il y en a plein. L'Atomic Research s'applique-t-elle aussi bien aux études discovery qu'au testing, la durée de vie des insights étant différente? Il y a quand même une bonne question. Qui veut répondre à cette première question? Je veux bien la prendre parce que j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur l'obsolescence. On parle en fait d'obsolescence. Donc effectivement, on a des éléments de discovery, des éléments d'utilisabilité. Je pense que c'est important de pouvoir avoir une espèce de checkbox qui nous dit que cet insight a été résolu, en fait. Et quels sont finalement, à partir de cet insight, quelles sont les actions que nous on a prises sur la discovery typiquement. Voilà, est-ce que ça a lancé le développement d'une nouvelle feature et est-ce que cette feature finalement a réglé le problème ou pas? Est-ce que le problème est solve? Et dans le cas d'utilisabilité, beaucoup plus simple, est-ce que, avec ce qu'on a observé, on est repassé par une phase de design, est-ce qu'on a résolu le problème ou pas? Ok, merci. Mathilde? Juste, nous, on a pris un autre parti pris. On s'est dit, on n'arrivera pas à gérer cette multiplicité entre des retours de user test, par exemple, et de la discovery, des sujets exploratoires. On s'est concentré sur les sujets exploratoires et on sait que lors des user tests, les gens prennent leurs notes, etc. S'il y a des points qui sont liés à d'autres fonctionnalités, d'autres équipes, généralement, on passe la balle, on transmet l'information, mais on a choisi de restreindre le champ en mettant les données exploratoires, donc particulièrement importantes pour nous, dans notre repository. C'était un choix drastique, mais ça nous aide. Ok, merci. Et on a une autre question qui est plutôt sur la structuration de l'équipe. Donc il y a plusieurs questions qui font sens, qui se regroupent. C'est est-ce qu'on peut commencer l'Atomic Research à être une toute petite équipe? Typiquement au sein des startups, on n'a pas des équipes énormes. Donc est-ce que ça a tout un intérêt? Ça a un intérêt de commencer à développer l'Atomic Research alors que on peut être simplement 10 personnes et un pôle avec 2 UX, voire même une question disant on fait de la recherche mais il n'y a pas d'UX Researcher à proprement parler. On a des PM, etc. Mais on n'a pas l'UX Researcher. Est-ce qu'on peut quand même se lancer dans cette approche sans tout ça? Allez-y, Martin, je sais pas. Domitil, tu avais levé la main aussi, donc comme vous voulez. Ouais. En fait, pour moi, parce que pour le coup, avec Martin, on a beaucoup travaillé ensemble sur le sujet. Pour monter sur ce genre de problématique-là, il s'agit aussi avant tout de bien pouvoir identifier les personnes et les rôles. En fait, chacun a une pierre à apporter à cet édifice. Est-ce qu'on va avoir des contributeurs? Est-ce qu'on va avoir des personnes qui vont être garants de la qualité en fait de la donnée? Qui va venir l'alimenter? Donc en fait, pour moi, au-delà même de la problématique de est-ce qu'il me faut tant de researchers, tant de PO, de PM, etc. En fait, je préfère plutôt raisonner en termes de rôle. C'est qui fait quoi en fait dans ce dispositif-là? Je pourrais en reparler encore 10 minutes, mais je préfère laisser la parole à tout le monde. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que moi, je préfère raisonner en termes, pas en termes de poste, en fait, parce que du coup, on aurait une vision trop restreinte et ça voudrait dire que du coup, la connaissance utilisateur ne resterait que le giron des researchers, alors que c'est dommage, on a tous vocation à l'étendre à l'échelle de l'organisation. Donc, plus il y a de personnes, j'ai envie de dire, mieux c'est, à condition que chacun sache exactement qu'est-ce qu'il fait dans cet écosystème. Merci Mathieu, tu veux compléter? Oui, je pense qu'il y a aussi une notion de format qui peut être un point d'entrée, c'est-à-dire que
Atomic Research, c'est une manière de formater l'information. Et le parallèle ici avec l'Atomic Design est vrai aussi. Quand un designer seul ou un développeur design des composants, il peut de lui-même prendre l'initiative de le formater pour que ce soit scalable, pour que ce soit pérenne. Ça peut être fait même dans un Google Slide en se disant tiens, je formate mon information de cette manière-là et demain je l'aurai peut-être dans un repository. Donc c'est pas effectivement une notion de groupe, il y a aussi la dynamique et les process à mettre en place, mais le format peut être un bon point d'entrée. Dominique, tu dois nous quitter, donc je t'en prie. Merci beaucoup pour ta participation. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine fois. Et merci beaucoup. On finit avec Martin. Et du coup, François, je te laisserai du coup clôturer. Pour compléter, pour rebondir sur ce que dit Mathieu, effectivement, c'est intéressant. C'est une histoire de formater l'information. Et en fait, ça dépend aussi beaucoup de quel cas, dans quel cas d'utilisation vous êtes par rapport à l'atomique. Est-ce que vous êtes vraiment en train de... Enfin, voilà, je reviens à ce qui s'est dit au début, c'est est-ce que vous êtes plutôt dans une méthode de dire je veux essayer ou améliorer ou changer ma manière d'analyser l'information. Donc là, vous pouvez le faire tout seul parce que finalement, un researcher, voilà, vous avez des données brutes, l'idée c'est d'en tirer des enseignements. Donc c'est une manière, c'est une sorte de moulinette. Hein. Donc ça, vous pourrez le faire complètement tout seul. Et après, ça peut peut-être grandir. Et après, il y a toute la notion, effectivement, de partage autour du repository. Et je rebondis sur ce que tu disais, Romain, au début, que les sujets d'atomic research et de repository sont liés tout en étant différents. Et en fait, le sujet du repository, là, par contre, effectivement, ça va plus être un sujet collectif. Mais voilà, mais en fait, ça tout dépend de ce que vous voulez. Par contre, je pense qu'il y a une chose qui est importante, voilà, c'est que effectivement, l'Atomic Research peut aider à mettre en place un repository, comme vous pourrez mettre en place un repository sans Atomic Research. Je peux aussi donner un exemple que l'Atomic Research, vous pouvez très bien commencer avec l'Excel. J'avais discuté, avec une des collègues, Mathilde Marindias, avec qui on avait beaucoup discuté de l'Atomic Research et qui excusez-moi, une personne qui travaille chez Algolia, excusez-moi, j'ai confondu, et qui justement fait de l'Atomic Research avec Excel, donc en plus vous pouvez vraiment partir de la base. Et le sujet du repository, en fait, l'idée c'est plus que l'outil, c'est déjà de se dire, j'en reviens à ce que disait Dominique, c'est quelles sont les personnes, les rôles en fait qui peuvent contribuer à la fois pour collecter l'information, la transformer, la partager, et même surtout la consommer. Voilà. Ok, merci beaucoup. Il est 14h03, on a un petit peu dépassé. Merci beaucoup aux intervenants, Audrey, Domitil, les deux Mathilde, Valérie, Martin, Mathieu et Romain, d'avoir répondu présent à cette table ronde. Les discussions étaient vraiment très intéressantes et très enrichissantes et ça nous... comme le disait Sylvain, je pense que ça nous donne envie d'en potentiellement en refaire une autre pour vous poser toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de vous poser. Merci également aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés et regardés sur YouTube. Je voulais aussi en profiter pour remercier Alexandre Koch, le directeur du pôle UX de chez Servier, qui nous permet de tester autant de méthodes et outils qu'on le souhaite sur nos projets. Pour information, on vous partagera une synthèse de la table ronde très bientôt. Merci. Bien, merci à tous. Merci à tous et merci à vous deux d'avoir organisé tout ça. De rien, merci à vous. À la prochaine, merci beaucoup. Merci encore, à bientôt. Au revoir. À bientôt.